Vous êtes aujourd'hui rassemblés dans l'Hérault pour un week-end de réflexion dont je suis convaincu qu'il a été riche d'échanges et de formulation de propositions nouvelles. Je voudrais vous saluer toutes et toutes, élus, vous dire le plaisir que j'aurais eu d'être avec vous aux côtés de Guillaume Lacroix, mais des raisons personnelles m'en ont malheureusement empêché. Mais je suis avec vous par l'esprit. Je suis avec vous aussi en raison de la communauté de valeurs qui nous a toujours conduits à agir ensemble avec au cœur une ardente passion de la République, de ses principes, de ses valeurs, au premier rang desquels figure le principe de laïcité, avec au cœur également la passion de la justice sociale, qui dans la grande histoire de la gauche a conduit les radicaux à jouer un rôle majeur pour que l'école de la République soit l'instrument de cette aspiration profonde de notre peuple à la justice. Nous sommes ensemble avec notre idéal européen qui nous a conduit à faire en sorte que le projet des pères fondateurs de l'Union européenne, c'est-à-dire l'amour de la paix, de la concorde, soit un projet vivant et possible pour l'Europe. Nous sommes ensemble avec la conscience de la gravité des problèmes qui se présentent à notre pays et la volonté de faire en sorte que les Français se rassemblent, que les humanistes se rassemblent pour que ces défis nouveaux auxquels la France est confrontée puissent trouver de justes et bonnes solutions. Ces défis, ils sont apparus de façon particulièrement visible pendant l'été qui vient de s'écouler. D'abord, le défi climatique, avec cette canicule qui a fait brûler partout en France des forêts, qui a fait baisser le niveau du cours des fleuves et des lacs, qui pose la question de notre relation avec ces biens rares sans lesquels l'humanité ne pourrait vivre, l'eau, l'air, la biodiversité, qui sont ces biens précieux dont nous devrions être les gardiens, alors que si souvent, nous laissant aller aux facilités du productivisme, nous avons été les destructeurs. Il y a donc le défi climatique qui s'impose à nous dans un contexte qui, par ailleurs, pour des raisons géopolitiques et internationales, montre la fragilité de la paix sur le continent européen, avec cette guerre abjecte qui a conduit un dictateur à envoyer son armée contre des populations civiles en Ukraine, leur infligeant des souffrances intolérables, avec toutes les conséquences que cette guerre peut avoir sur le plan géopolitique, sur le plan économique et social pour nos pays. Je pense bien entendu au cours de l'énergie qui s'envole, à la conséquence que cette augmentation des prix de l'énergie peut avoir sur le pouvoir d'achat des ménages. Je pense aux conséquences que cela a en matière de politique énergétique et la question que notre pays se pose sur la possibilité pour les ménages et les entreprises, notamment électro-intensives, d'avoir accès à l'énergie au cours du prochain hiver, montre l'ampleur du défi auquel nous sommes confrontés. Et puis, il y a la République, ses principes, ses valeurs, dans un pays où la confrontation s'est depuis trop longtemps installée, où le sentiment de l'injustice et de la relégation a pu engendrer parfois la colère que certains se plaisent à entretenir toujours, alors que lorsque la colère est là, il faut que les républicains, les hommes et les femmes de gauche attachés à l'idéal humaniste se rassemblent pour faire en sorte que se substitue à la colère l'espérance, sans laquelle il n'y a pas de chemin pour le progrès économique, social, et pour la rencontre nécessaire des Français afin de défendre l'unité et l'indivisibilité de la République. Voilà la somme des défis qui se présentent à nous. Ils sont considérables. Ils montrent, vous en avez conscience, compte tenu de ce qu'est votre attachement au temps long de l'histoire de notre République, vous savez à quel point ces défis sont fondamentaux, essentiels. Et combien il faut trouver en nous la ressource pour essayer de le surmonter à travers des propositions nouvelles. Sans les esquisser toutes, je prendrai là quelques exemples de chantiers que nous avons devant nous et de décisions que nous devons prendre pour être à la hauteur du contexte. J'évoquais tout à l'heure le réchauffement climatique et j'évoquais aussi la politique énergétique. Nous ne pouvons pas surmonter le défi climatique si nous n'avons pas la possibilité de produire
dans les décennies qui viennent, une énergie décarbonée. Et nous ne produirons pas d'énergie décarbonée qui soit en situation d'utiliser les meilleures performances technologiques produites par les industries situées sur le territoire de notre pays, si nous ne sommes pas capables d'encourager la recherche, le transfert de technologies, les pôles de compétitivité qui travaillent sur ces sujets. L'énergie décarbonée, c'est bien entendu la capacité de maintenir une énergie et une filière électronucléaire dans ses atouts industriels et de production qui soient performantes et sûres. Mais ça n'est pas seulement cela. C'est aussi la possibilité de développer une filière d'énergie renouvelable, tournée notamment vers la production de l'éolien offshore, qui est sans doute le plus facile à mobiliser et à utiliser pour assurer notre indépendance énergétique. C'est la nécessité de faire des économies d'énergie qui ne doivent pas être présentées simplement comme le résultat d'un effort nécessaire auquel les Français doivent consentir, mais comme le résultat de politiques publiques puissantes, d'investissements sur les bâtiments sociaux, sur le logement social, pour faire en sorte que par la mobilisation d'éco-matériaux, par des travaux d'isolation de grande ampleur, nous fassions de la croissance qui soit sobre et sûre et que nous parvenions à diminuer la facture énergétique des ménages. Voilà pour ce qui concerne la politique énergétique. Mais nous ne réglerons pas le problème du climat s'il n'y a pas un plan européen puissant en faveur des mobilités de demain. Si nous ne consacrons pas une grande partie des moyens de la politique agricole commune pour développer partout sur le territoire une agriculture qui soit moins productiviste, moins destructrice de l'environnement, moins utilisatrice d'intrants qui détruisent à la fois les terres, les assèchent, détruisent la biodiversité et contraignent nos agriculteurs à l'appauvrissement. Il n'y aura pas non plus de croissance sobre et sûre et de possibilités demain de réussir le défi climatique si nous n'encourageons pas les filières industrielles les plus respectueuses de nos objectifs climatiques. Cela veut dire que nous devons encourager les véhicules de demain. On parle beaucoup des véhicules électriques, mais sans connecter cette ambition aux objectifs de politique énergétique que nous devons atteindre. Il n'y aura pas de véhicules électriques si nous ne sommes pas en situation de produire de l'électricité en quantité et à un prix qui soit compatible avec cette ambition. Nous devons aussi encourager les filières de l'éco-construction. Nous devons développer une industrie agroalimentaire qui soit moins consommatrice de viande, moins consommatrice de produits résultant de l'artificialisation des sols et du productivisme d'une agriculture trop intensive. Nous avons une révolution à opérer dans le domaine économique qui rende la croissance possible, parce que sans croissance il n'y a pas de redistribution, mais qui ne sème pas partout la désespérance par l'idéologie de la décroissance et par l'irresponsabilité de solutions comme celle qui vise à nous faire sortir soudainement du nucléaire au moment où notre politique énergétique devrait nous conduire à nous mobiliser pour assurer la souveraineté de notre pays et son indépendance. Nous avons besoin d'une politique étrangère qui crée par le retour du multilatéralisme, par le dialogue retrouvé entre les nations, les conditions de la paix, de la compréhension, de l'apaisement, du respect des droits humains. Cela suppose que les dictateurs soient qualifiés pour ce qu'ils sont, que les pays qui ont au cœur l'amour des libertés, du respect des droits de l'homme, s'alignent sur des positions identiques pour faire en sorte que la vision qu'ils ont du monde et de la place que l'être humain doit y trouver, pour que cette vision-là, partagée, permette l'émergence d'un nouvel ordre international. On ne peut préconiser le non-alignement. Au moment où les dictateurs massacrent leur peuple, ou étendent leur territoire en s'en prenant à des populations civiles, avec les moyens de guerre abjects qui sèment partout la souffrance et la désolation. Et sur notre continent, c'est le projet européen qui doit porter cette ambition. Nous ne pouvons pas unir la gauche dans une ambiguïté sur la question européenne. Moi-même, j'ai eu à m'opposer à certains traités dont je pensais qu'ils n'allaient pas dans la bonne direction. Mais jamais je n'ai préconisé la destruction de ce qui avait été construit par les grands Européens avant nous, parce que j'estimais que la destruction du projet européen
était le retour sur le territoire de l'Union du nationalisme dont François Mitterrand avait raison de dire qu'il était la guerre. Enfin, je pense que nous avons besoin dans ce pays de justice, d'égalité, de république. La République est une promesse. Elle est une promesse de justice sociale, de lutte permanente contre les discriminations, de refus de la relégation de certains territoires. La République, c'est cette promesse portée par les républicains de gauche au fil des siècles, au fil des décennies, à mesure que, accédant au gouvernement, ils avaient la possibilité de mettre en œuvre ce à quoi ils croyaient. C'est par la République, l'amour de la République, l'humanisme que la République porte, que nous avons été en situation d'abolir la peine de mort. C'est par l'amour de la République, c'est par la foi que nous avons dans la laïcité, que nous avons réussi dans le temps long de l'histoire de la République à mettre en place une école qui permette de renforcer l'égalité des chances, qui permette à des générations qui n'avaient jamais eu accès à la scolarité, de pouvoir avoir accès à la liberté par l'apprentissage de la connaissance à l'école, de laisser aux portes de l'école toutes leurs croyances pour que cet accès à la connaissance se fasse sous le sceau de la rationalité et de l'esprit des Lumières. C'est par l'école que des générations et des générations d'enfants dont les parents étaient pauvres et vivaient dans des territoires relégués ont pu accéder aux meilleures écoles, aux grandes écoles de la République et connaître les parcours les plus brillants. C'est dans l'école de la République que des enfants qui ne se seraient jamais rencontrés se faisaient face, non pas dans l'hostilité, mais dans le bonheur de la rencontre, parce que finalement, l'accès à la connaissance, l'accès à la culture, l'accès aux faits de l'histoire permettait à des enfants venus d'horizons différents et de classes sociales différentes, d'avoir le sentiment d'appartenir à un même ensemble, la nation, et de se retrouver les uns à côté des autres, avec le sentiment d'appartenir à une même communauté, la seule communauté qui vaille, la communauté nationale, qui permet à chacun dans sa différence d'être reconnu et de n'être jamais discriminé. Certains qui entendent le discours que je vous ai tenu et qui est déjà trop long, reproche à ceux qui le tiennent d'appartenir à la vieille gauche. La gauche nouvelle étant celle qui préconise la division, la confrontation surtout, le refus de toute proposition et de toute réforme dès lors qu'elle ne vient pas du bon endroit, qui préconise que dans notre pays, la lutte soit la seule modalité de la relation entre les individus, la confrontation, la colère se substituant au dialogue et au compromis qui le plus souvent dans l'histoire de notre pays ont réussi à faire l'espérance. Il y aurait donc une gauche ancienne, celle qui se référerait aux principes républicains dont je viens de parler, et une gauche nouvelle qui serait légitime sous prétexte qu'elle est la gauche authentique, à semer partout l'idéologie de la confrontation en faisant passer ceux qui la refusent pour les acteurs du passé. Les choses, fort heureusement, sont beaucoup plus compliquées que cela. Nous sommes les tenants d'un héritage qui vient de loin et qui lui-même emporte avec lui des sensibilités, des idéologies, des combats qui furent menés par des hommes qui ne pensaient pas toujours la même chose mais qui avaient en partage la passion de la République. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que nous avons, dans les semaines, à rassembler nos forces pour créer les conditions d'un sursaut. Ce sursaut, je l'appelle de mes voeux, non pas pour moi-même, je l'appelle de mes voeux pour qu'une nouvelle génération de jeunes maires, de jeunes élus qui ont accepté de s'engager dans le manifeste que j'ai proposé, surgissent demain et fassent entendre une voix nouvelle qui soit d'apaisement, d'amour de la République et de transformation sociale. C'est parce que je sais, pour avoir participé à vos débats longtemps et être issu de votre famille, que vous avez, vous aussi, au cœur cet héritage, que vous vous engagerez dans ce combat, comme beaucoup d'entre vous s'y sont déjà engagés, et nous créerons ainsi partout des occasions de débat, pour que des propositions nouvelles émergent, pour qu'un souffle nouveau emporte de nouveau des générations et des générations vers l'espérance, et que nous puissions tous ensemble reconstruire une passion de la République qui permette à notre sensibilité de revenir au gouvernement pour changer le cours des choses. Nous allons poursuivre ce combat, nous allons le mener dans les territoires,
nous allons organiser notre parole et je suis convaincu que tous ensemble, nous ferons de grandes choses. Je forme pour vous ce vœu et je vous dis à bientôt dans l'Hérault, en Occitanie, mais aussi partout sur le territoire national.